Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de l'angle logiciel de ma stratégie zéro papier, après avoir parlé dans la vidéo précédente de l'angle matériel. Le but, c'est d'en finir avec ça, et aussi avec ça, et avec ça. C'est plus possible. Il y en a même là-haut. Alors là-dedans, j'ai des dossiers papier, évidemment, des dossiers de patients. J'ai tout ce qui est administratif, j'ai des trucs perso aussi, tout ce qui est garantie des appareils achetés. Les factures, c'est énorme, des notes en tout genre. À l'époque où j'étais sur le papier, et il a fallu quand même faire une transition. J'ai commencé à faire une transition que je vais vous expliquer, et je vous expliquer où j'en suis aujourd'hui. Le gros problème de tout ça, en fait, c'est le système de recherche. Comment faire pour avoir quelque chose de bien structuré, où on puisse faire une recherche sur un carnet, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire une recherche, c'est pas possible. Alors, le but, c'est de stocker en ayant le moins de place prise possible, et aussi d'avoir une recherche optimale, parce que comment vous voulez faire une recherche là-dedans? Eh bien, sauf en feuilletant toutes les pages, c'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, c'est pas le bon carnet, c'est pas le bon dossier, c'est pas le bon placard, et vous passez un temps fou à retrouver vos infos. Et en plus, quand vous êtes chez vous, alors que c'est au cabinet, ça va pas, et vice-versa, ou vous êtes dans la rue, vous n'avez pas l'info non plus. L'idéal, c'est quand même d'avoir un support informatisé, un PKM, comme disent les Anglais, Personal Knowledge Management, système de gestion de personnel des connaissances. Donc des connaissances pro, des connaissances perso, des connaissances sur ses passions, une sorte de Google perso en fait, hein, une base de données. Et il y a plusieurs moyens de faire ça, et ça fait bien 10-12 ans, peut-être 10-15 ans même qu'on entend parler de ça. Et j'en avais déjà parlé dans ma formation ortho-organisation, j'ai commencé par utiliser OneNote pour ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris OneNote et pourquoi finalement je l'ai abandonné. Alors quand je me suis lancé dans OneNote dans les années 2010, je me suis dit que c'était probablement la solution idéale, à l'époque en tout cas, pour plusieurs raisons. La première, c'était que ça appartenait à Microsoft et que donc c'était a priori plus pérenne que, par exemple, Evernote, qui était une appli pour smartphone, mais dont on ne pouvait pas être sûr, vu que ça appartenait pas à un grand éditeur, que ça allait durer longtemps. Que deviendraient les données après? Avec Microsoft, bon, on pouvait espérer que ça dure, sauf si Microsoft décidait d'arrêter de mettre en avant OneNote. Mais finalement, OneNote continue à être mise à jour, et donc ça existe toujours. Donc pour l'instant, pas de problème sur la pérennité de OneNote. Et il y avait aussi une fonction recherche que je trouvais excellente pour retrouver, par exemple, si je recherche une stat sur les revenus des orthophonistes, je tape Agao et je tombe sur les résultats, les revenus, enfin je tombe sur des stats que j'ai stockées dans cette page, des stats qui peuvent m'être utiles, par exemple, pour des vidéos, pour des posts sur Facebook, ou même pour ma newsletter, pour pouvoir répondre à des collègues aussi. C'est une base de données énorme. On peut l'utiliser aussi pour les dossiers patients. Ça, c'est le blog Paxa à faire qui explique bien comment le faire, avec quand même une restriction, et c'est là où on arrive dans un point négatif important. C'est le fait que vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de mettre les données des patients en ligne, parce que OneNote, c'est un cloud. En fait, vos données sont hébergées chez Microsoft sur des serveurs qui sont à eux, ou qui louent, je ne sais pas d'ailleurs, on ne sait pas où c'est, et donc vous n'avez pas le droit de laisser vos données médicales se balader comme ça. Si vous n'avez pas de données médicales, il n'y a pas de souci. Si vous en avez, il faut anonymiser les dossiers. Et le blog Paxa à faire avait expliqué d'ailleurs comment anonymiser les dossiers pour gérer ça. Moi, j'y étais pas passé parce que du coup, je m'étais dit, bon, sur cette partie-là, je vais rester sur le papier, étant donné que je trouvais ça un peu chiant d'anonymiser les dossiers. Je risquais de confondre deux patients. Bon, je n'avais pas trouvé ça super, ou alors il y a le cloud médical, mais j'ai pas envie de payer pour ça, parce qu'on est pris pour des vaches à lait, il faut voir le prix que ça coûte, ça. Et que donc je cherche toujours à comprimer toutes mes dépenses, et donc à ne pas prendre de dépenses pro, vu que nos tarifs sont généralement bloqués, et donc à ne pas prendre des abonnements inconsidérés. OneNote est gratuit. Il y a deux versions, il y a la version desktop, et vous avez l'autre version, là c'est OneNote pour Windows 10. Voilà. Sur téléphone et tablette, il y a la version, il n'y a qu'une version évidemment. Mais sur Windows, c'est bizarre, il y a deux versions qui cohabitent.
Enfin, pendant des années, OneNote a suffi à mon bonheur. Hein. J'avais dans la rue, en écoutant un podcast, une idée, une donnée chiffrée, un truc, une idée à la maison pour faire travailler un patient le lendemain. Tout de suite, je la notais dedans pour éviter d'oublier, quoi. Je pouvais prendre des notes en mettant un PDF sur le côté de l'écran et en ayant OneNote sur le côté et en prenant mes notes au fur et à mesure. Des notes de livres aussi, des notes en écoutant des podcasts, vraiment, c'était vraiment pratique, vu que je l'avais tout le temps dans la main, hein, grâce à mon téléphone, à ma tablette, au PC, j'avais tout le temps, on a tout le temps un écran sous la main maintenant. Et donc j'avais ce savoir permanent pour y mettre des choses, mais aussi pour récupérer les données, et grâce à la fonction recherche qui marche bien. J'ai même réussi à l'interfacer avec ma nouvelle tablette d'écriture, où je peux envoyer des choses écrites à la main. Ça c'était dans mes tests, des notes manuscrites écrites avec ma tablette dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, la Bookstab Ultra. On peut tout à fait installer OneNote dedans et envoyer les données. Mais on peut aussi envoyer les notes manuscrites, c'est un peu plus compliqué, avec une tablette Remarkable. Faut juste l'envoyer en PDF, je crois, vers le PC et ensuite la mettre dans OneNote, puisqu'on ne peut pas installer OneNote dans une Remarkable. Donc jusque-là, ça correspondait à peu près à mon bonheur, mis à part le fait que je ne pouvais pas y mettre facilement les dossiers patients. Mais alors, il y avait aussi d'autres problèmes qui étaient le fait qu'il n'y avait pas de lien entre les notes. En fait, je me retrouvais avec comme une masse de cartes Bristol, qui sont là pour la plupart, là, et sans lien entre elles en fait. Alors on peut mettre des tags, là par exemple j'ai mis un tag, un hashtag formation, mais il n'y a pas de lien entre les notes qui permettent de faire émerger des données. C'est une des choses que j'ai trouvées dans l'autre solution dont je vais vous parler après. Le fait d'être obligé d'anonymiser les dossiers patients, c'est quand même embêtant. Et puis un autre problème, c'est que les notes sont cryptées au format OneNote en fait. Et donc si un jour Microsoft arrête ce logiciel parce qu'ils considèrent que ça ne les intéresse plus, et qu'ils passent à autre chose, et qu'est-ce que vous faites de vos notes? Donc, je me suis dit, j'ai cherché déjà à suivre un peu le mouvement, j'ai vu ce qui se passait il y a un an à peu près. J'ai vu que Claire Michael de Paxa Affaires était passée sur Notion, donc j'ai regardé un peu Notion. Mais Notion est très puissant, hein, vraiment, hein, il y a plein de templates pour fabriquer plein de choses. C'est excellent pour faire des to-do list, en fait, des listes de choses à faire. Mais, même chose, si ça s'arrête, ne serait-ce que s'ils font faillite, parce que Notion n'appartient pas à une multinationale, ou s'ils décident de faire autre chose, vos données, elles sont où? Qu'est-ce que vous en faites? Elles sont cryptées. Et de la même manière, pour les dossiers patients, les données partent, vous ne savez pas où. Donc Notion présentait le même inconvénient que OneNote avec une interface plus puissante. C'est une sorte d'énorme base de données Notion. Donc il y avait un côté mieux, mais il y avait encore des choses qui m'embêtaient dedans. Après, il y a d'autres logiciels, il y a Evernote, il y a Beer. Beer, c'est juste sur Apple. Evernote, ça peut faire faillite, je vous en ai parlé. Il y a Apple Note, mais c'est que chez Apple. Je ne veux pas être bloqué chez Apple. J'ai un iPad, mais je n'ai pas envie d'être bloqué chez dans un système. Il y a Mem qui est pas mal, mais pareil, les données sont sur un cloud. Mem, c'est de plus en plus en train d'émerger. Mem.ai, l'application. Il y a Google Keep, mais c'est sur le cloud. Donc, finalement, j'ai trouvé mieux, et c'est ça. Voilà, vous voyez cette petite pierre violette là, c'est Obsidian, qui est un logiciel qui est vraiment monté en puissance depuis plusieurs années. Sur YouTube, c'est énorme, même en français, tout ce qu'on peut trouver sur ce logiciel-là. Il y a une communauté gigantesque. C'est un logiciel libre, gratuit, et Obsidian vit grâce à une option de synchronisation. Je vous en reparlerai plus tard, mais le logiciel en lui-même est complètement gratuit, comme OneNote d'ailleurs. Hein. Mais alors, il n'appartient pas à une multinationale, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi les notes, vous ne pourrez jamais les perdre.
Au niveau de l'interface, on n'est pas très loin de OneNote quand on arrive. Là, c'est très dépouillé. On peut customiser ça avec des thèmes, apparence. Les thèmes, ils sont là pour ceux qui aiment ça. Moi, j'aime bien quand c'est dépouillé parce que ça me permet d'être mieux concentré. Vous voyez, c'est énorme tous les thèmes qu'on peut mettre. Il y a des thèmes sombres, il y a des thèmes colorés, enfin tout ce qu'on veut. Moi, j'ai l'interface de base. Parce que tout ce qui est design, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de clair. Et là, je trouve ça clair. Si je recherche ma note de Lagao, parce que j'ai réussi à convertir mes notes de OneNote vers Obsidian. Je vous mets un lien dans la description pour faire ça, si vous avez envie. Par exemple, si je recherche mes données que j'avais tout à l'heure, à Gaostat, voilà, paf, je les retrouve là. La recherche est en haut à gauche. Une recherche puissante qui peut fonctionner avec des hashtags, qui peut fonctionner sur des mots. Là, il l'a trouvé grâce au mot Agaostats que j'avais mis là. C'est donc les revenus, les revenus des orthophonistes, la fiche de tout à l'heure. Ce qui est assez spectaculaire, c'est la vue graphique. Alors pour l'instant, comme j'ai importé des notes OneNote, elles n'ont pas encore beaucoup de liens. La vue graphique avec des liens entre les notes, c'est quelque chose d'assez bluffant. Ça, c'est donc toutes mes notes actuelles. Et, cette vue graphique est quelque chose qui permet de faire émerger des idées parce qu'on voit les liens entre les notes. Et quand on crée une note, on peut créer un lien vers une autre note. Ils appellent ça des rétroliens, backlinks en anglais. Qui permettent de faire des liens entre les idées. C'est ça qui manque vraiment beaucoup dans OneNote. Là, vous avez des liens entre des concepts et parfois même entre des concepts qui n'ont aucun rapport entre eux. Vous pouvez faire des liens, des associations d'idées. C'est un générateur d'associations d'idées en fait. Et ça peut être utile pour faire travailler des patients. Si vous prenez des notes sur des vidéos, sur des livres, sur des PDF, sur des mémoires que vous lisez, vous pouvez créer des liens vers d'autres notes et comme ça créer des associations d'idées. Le logiciel vous aidera pour ça. Et donc faire émerger des idées. Quand vous avez un patient qui a tel ou tel problème, vous faites une recherche sur ce type de problème-là et vous allez pouvoir avoir des idées qui vont émerger pour le faire travailler, par exemple. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, pas seulement pour le boulot. Ça, c'est une des magies d'Obsidian par rapport à OneNote. L'autre magie, comme je vous le disais, c'est que les notes ne sont pas perdues, ne seront jamais perdues. Voilà, là, je suis dans le répertoire où j'ai stocké toutes mes notes. En fait, quand vous ouvrez Obsidian pour la première fois, il vous demande où vous voulez mettre vos notes. Alors, si ce sont des notes qui ne sont pas des dossiers médicaux, vous pouvez les mettre, là, je les ai mises dans OneDrive, dans un répertoire que j'ai appelé « Second cerveau Lefebvre ». Eh bien, j'ai toute l'arborescence qui est là aussi. On retrouve, en fait, Obsidian, c'est finalement une sorte de gestionnaire de fichiers. Voilà, partons de cette note-là, par exemple. Vous avez, donc c'est une note sur l'indice de pauvreté de l'INSEE. Vous faites clic droit, afficher dans le dossier, et hop, ça ouvre une fenêtre Windows. C'est là où j'ai mis, où j'ai stocké mes données. Au moment où j'ai ouvert Obsidian pour la première fois, je lui ai dit de stocker ça dans OneDrive. Et donc, je me retrouve avec une note là, en .md. MD, ça veut dire Markdown. C'est un fichier texte formaté, en fait. Mais si je double-clique dessus, je peux l'ouvrir avec le bloc-notes Windows. Vous voyez, elle est en clair ici, ce qui fait qu'en fait, je ne pourrai jamais la perdre à partir du moment où je fais gaffe à mes données. En fait, c'est en clair. Une note sur OneNote, Evernote ou autre, c'est pas en clair. Ou sur Notion, c'est pas en clair. Et c'est pas dans votre ordinateur. Là, elle est dans mon ordinateur, la note. Alors, je peux la synchroniser en la mettant dans OneDrive, ou Dropbox, ou le Cloud Apple, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne suis pas obligé. Donc les dossiers patients, si je les ai mis, si je prends des notes sur des dossiers patients, elles sont en clair. Même si Obsidian fait faillite, j'aurai toujours mes notes en clair quelque part dans mon ordinateur. Et là, par contre, je ne les synchroniserai pas. Ça, c'est... j'ai commencé à le faire d'ailleurs. J'ai créé un deuxième... en fait, j'ai créé deux coffres-forts. Ils appellent ça des coffres-forts, des coffres, vault en anglais. Vous pouvez en faire un qui est synchronisé avec tous vos appareils. Celui-là, donc, passe par le cloud. Et un que vous laissez sur votre ordinateur. Et ça peut être celui où vous gardez les données médicales. Ça peut être sur votre ordinateur, ça peut être dans un NAS,
Un NAS, c'est une sorte d'ordinateur spécial de stockage, j'en ai un dans mon bureau, où tout est crypté. Donc là, les fichiers sont sûrs. Et si vous voulez absolument pas que ça puisse être connecté à Internet, vous ne mettez pas ça sur un NAS, mais sur votre disque dur. Et puis évidemment, il faut penser à faire des sauvegardes régulières sur autre chose, au cas où le disque dur ou le SSD finirait par lâcher. Il faut faire attention à ces données évidemment, parce que comme ce n'est pas sur un cloud, on perd en fiabilité. Alors l'inconvénient de ça, c'est que vu que les données sont sur le PC, si vous installez Obsidian sur votre téléphone ou votre tablette, il n'aura pas accès aux données en fait. Donc il faut synchroniser avec un logiciel de cloud la partie que vous voulez synchroniser. Et ça peut être donc fait avec OneDrive, avec Google Drive aussi, avec Dropbox ou avec le truc d'Apple, dont j'ai encore oublié le nom. Et il y a des tutos, je vous mets des liens dans la description pour travailler sur cette synchronisation-là. Moi, j'ai synchronisé ça avec ma tablette à encre électronique, que je vous ai montré dans la vidéo précédente, et aussi avec le téléphone. Comme je suis sur Android, j'ai utilisé OneSync, puisque mes données partageables sont sur OneDrive, et donc j'utilise OneSync qui donc synchronise et crée une image de mon dossier du PC dans le téléphone et dans la tablette. Donc quand je modifie l'un, les données se répercutent sur les autres. Donc ça me crée la même synchronisation, le même principe que sur OneNote, sauf que je synchronise que ce que je veux en fait. Et ça c'est vraiment beau. Alors, il y a une fonction de synchronisation encore plus pratique, c'est donc de synchroniser ce qu'on veut grâce à Obsidian Sync. Là, je suis donc sur le site de la boîte Obsidian. C'est un moyen aussi de les soutenir parce qu'en fait, leur revenu principal, c'est ça. C'est cette fonction de synchronisation qui est vraiment très bien faite, mais qui coûte 8 $ par mois. Concernant l'organisation, vous êtes libre de votre organisation. Je vais replier un peu tout ça pour que ça ait l'air plus propre. Voilà. Moi, j'ai mis Inbox, qui est là où mes notes atterrissent directement, d'abord, avant que je les retraite et que je les ventile dans les bonnes rubriques. Ici, les to-do, c'est-à-dire les choses à faire. Et ici, des ressources, et là, j'en ai plein à ramener encore, des ressources que, par exemple, si je fais un compte-rendu d'un bouquin, au fur et à mesure que je le lis, ça va se retrouver là. Et ensuite, je vais isoler chaque concept intéressant pour aller le mettre dans les concepts permanents. Ici, vous avez les projets, donc par exemple, les notes pour faire une vidéo, ou des projets de recherche, ou un projet de mariage, par exemple. MOC, c'est des sortes d'index, Map of Contents, des tables de matière, qui permettent d'avoir des listes de notes qui sont sur un thème. Vous pouvez faire un MOC sur un de vos loisirs, par exemple. Et hop, vous avez tout qui est regroupé, une sorte de table des matières. Et donc, il suffit, quand vous ferez une nouvelle note, de faire un lien vers ce MOC. Ici, vous avez des templates, des modèles que je me suis fait. Et ici, vous avez fichiers, si vous voulez stocker des PDF, des JPEG. Et donc là, tous mes imports de OneNote, et là, c'est des brouillons, ça. Mais donc cette architecture n'est pas forcément celle qui vous conviendra. Vous pouvez faire une architecture par thème, une pour, je sais pas, les livres lus en rapport avec votre métier, une pour tout ce qui est administratif, une rubrique pour une passion que vous auriez. Par exemple, moi j'ai la photo, j'aurais pu faire un truc pour la photo. Mais finalement, je préfère que tout se retrouve dans les concepts permanents et les ressources pour créer des liens entre les choses en fait. Parce que par exemple, il m'arrive de lire ou d'écouter un podcast sur l'économie, sur BFM Business par exemple, et qu'il y a une idée dedans qui soit une idée qui n'ait aucun rapport et qui ait un lien avec mon métier, avec l'orthophonie. Ça peut arriver, et des idées, ça peut être des idées philosophiques, c'est des choses qui ont des liens. Donc je me suis dit, je ne vais pas cloisonner. Déjà dans OneNote, je n'avais pas cloisonné. Et donc là, je me suis dit, je ne vais pas cloisonner, il faut que tout puisse interagir grâce au rétrolien.
Donc cette architecture qui est en construction, je suis en train de ventiler toutes mes notes OneNote que j'ai accumulées pendant des années déjà, va se retrouver dans les ressources et les concepts permanents. Ce sera ça le gros de mon Obsidian. Mais, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme ça peut être super souple en fait, et ça s'adapte à votre structure que vous voulez, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, cette partie-là est une sorte de gestionnaire de fichiers. Vos fichiers, vous les organisez comme vous voulez. Une méthode très recommandée depuis des années, c'est la méthode Zettelkasten, qui est une méthode faite par un Allemand qui était hyper organisé, avec des cartes Bristol, c'était avant l'ère de l'informatique. Et ce monsieur-là, avec son système Zettelkasten, faisait une fiche Bristol sur chaque concept, et il y avait des liens. Donc Obsidian, en fait, est parfait pour appliquer la méthode Zettelkasten. Vous avez si vous cherchez Zettel avec 2 T, Kasten avec un K sur YouTube, vous allez trouver des tonnes de vidéos qui parlent de ça, qui est une méthode d'organisation de son PKM, Personal Knowledge Management, de votre base de données perso en fait. Il y a même des plugins Zettelkasten. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des plugins, je vous ai parlé des thèmes dans l'apparence, mais les plugins sont des moyens, voilà, modules complémentaires. Vous avez les modules principaux qui sont là, que vous pouvez activer ou désactiver. Les modules complémentaires, il y en a des tonnes parcourir. Voilà. Donc ça, ce sont donc des add-ons, des ajouts, des fonctions supplémentaires. Vous en avez par exemple pour faire du dessin, vous en avez pour utiliser des préfixes Zettelkasten, vous en avez pour inclure ChatGPT dans Obsidian. C'est énorme, énorme, la base de données. Vous avez beaucoup de vidéos YouTube qui vous conseillent tel ou tel plugin, et hop, vous allez le chercher, vous l'installez, et vous customisez comme ça votre Obsidian. J'ai jamais pu faire ça avec OneNote, en fait. Vous en faites votre logiciel à vous, en fonction de vos besoins, non seulement pour l'apparence, mais encore plus intéressant, pour le fond. Ici, vous avez un mind map, par exemple. Comme ça, vous pouvez faire des mind maps dans Obsidian. Des cartes mentales. Donc c'est hyper souple et c'est énorme en fait ce qu'on peut faire avec. Tout en pouvant rester simple, vous pouvez partir d'un Obsidian tout simple avec un thème de base. Vous n'êtes pas obligé d'aller le customiser comme une voiture tunée. Un dernier truc dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le Markdown. On va faire une nouvelle note, on va l'appeler note test. Markdown. Markdown, c'est une syntaxe pour gérer l'affichage des notes, et pas seulement des notes, en fait c'est un truc assez standard. Par exemple, si je veux faire un titre, je fais dièse dièse, non, un seul dièse, un gros titre, titre 1. Si je veux faire un sous-titre, je fais dièse dièse 2, sous-titre. Et si je veux faire encore plus petit, et ainsi de suite, sous-titre. Hop, j'ai oublié un S. Hop. Là, on retourne à la fin. Maintenant, si je veux me mettre en italique, je fais une étoile, italique. Vous voyez, c'est en italique. Il reconnaît tout de suite, et je fais OK. Si je veux mettre en gras, je mets 2 étoiles. C'est les principales choses qu'il faut savoir, en fait. Voilà. Et une fois qu'on sait ça, on sait le principal. Le reste, en fait, c'est avant tout pour noter du texte, donc on n'a pas tellement besoin d'en savoir plus. Si vous voulez en savoir plus, tout est dans Obsidian, en fait. J'ai vu ça là. Voilà. Vous voyez, il réexplique pour les sous-titres, le styling text, comment formater son texte. Et donc tout est dans l'aide d'Obsidian, Basic Formatting Syntax. Alors en conclusion, je me retrouve avec quelque chose qui est une sorte de machine à tout faire. Des to-do list, une base de données perso et pro, la gestion des données patients sans avoir à me préoccuper des histoires de cloud médical qui nous prennent pour des vaches à lait. Vraiment, ça fait tout. Et création de nouvelles idées, faire émerger des nouvelles idées grâce aux liens, aux rétro-liens entre les notes. C'est vraiment le logiciel qui me paraît assez idéal à l'heure actuelle.
D'ailleurs, il n'y a pas qu'à moi qui paraît idéal, vu le nombre de tutos qu'on trouve sur YouTube, comme je vous disais. Donc, c'est souple, c'est sûr, et en plus, c'est durable, vu que tout est stocké au format texte et que vous récupérerez vos données si vous en avez besoin un jour. Donc, ça me paraît vraiment idéal à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, regardez, Obsidian se trouve là, dans ma tablette e-ink que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Forcément, c'était une des premières applications que j'ai installées. Il fallait bien en passer par là d'abord. Et puis, il y a OneSync que j'ai installé pour synchroniser juste après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En attendant, vous pouvez me retrouver jeudi dans ma newsletter où je parle de ce genre de sujet-là. Tous les jeudis, vous avez une newsletter sur l'actualité orthophonique, et pas seulement orthophonique, mais sur la façon de gérer son métier. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description.